Voilà, je vous propose de reprendre. Donc, on était sur le fait que Cell venait se présenter en tant qu'un enseignant et que nous avons reçu une faculté qui est de créer le monde que l'on connaît autour de nous. Il enchaîne juste après en expliquant que ce don entraîne une responsabilité. C'est comme un peu comme dans les contes de fées, à grand pouvoir, grande responsabilité. Voilà. On a rarement un trésor sans avoir à côté une épreuve, un devoir. Et il explique donc que, effectivement, voilà, donc ce don entraîne une responsabilité. Or, dans l'ensemble, vous avez tendance à vous féliciter de vos succès, mais à accuser la société, le destin ou Dieu de vos échecs. Donc là, on voit, bon, c'est une réaction des fois assez classique, hein, où on va effectivement dire, bah oui, tout ce que je fais de bien dans la vie, c'est moi qui l'ai fait, c'est grâce à moi, bravo, je suis trop content. Alors que dès qu'il se passe quelque chose qui fonctionne pas comme je voudrais, eh bien, oui, on va chercher des causes extérieures. Là, il y a un exemple assez classique dans les couples où, par rapport aux enfants, où quand on est très content de son enfant, on va dire ah c'est le mien, ah mon fils il a fait ça et tout. Et puis par contre quand il fait des bêtises, tiens ton fils il a il a encore fait telle bêtise. C'est un petit peu voilà pour illustrer la manière dont on réagit voilà, de manière un petit peu spontanée par rapport à ça. Donc là, effectivement, voilà, il dit donc soit on accuse la société, soit le destin, soit le Dieu de nos échecs. Et donc, voilà, c'est un petit peu en contradiction avec ce qu'il vient d'expliquer, puisque si on entend bien, c'est nous qui créons tout, donc nos succès et nos échecs. Mais spontanément, on va donc avoir tendance à séparer, alors que il n'y a pas de raison de séparer. Donc c'est ce qu'il explique à la suite en disant l'humanité a tendance à projeter sa culpabilité et ses erreurs sur l'image d'un Dieu paternel. Et il rajoute qui doit se sentir fatigué de tant de récriminations. Voilà, donc c'est un peu sa manière. Donc là, voilà, on sent la personnalité de Seth avec son humour un petit peu voilà ironique, je dirais, pour nous faire réfléchir à la situation. Donc effectivement, on est très content de dire que les succès, c'est les nôtres. Donc ça, à la rigueur, ça correspond à ce que lui propose. Simplement, la responsabilité que nous avons, hein, c'est ce qu'il explique, c'est de reconnaître que également tout ce qui arrive de, on va dire, mauvais. Alors, le terme mauvais est mal utilisé, mais tout ce que l'on considère comme des erreurs, des choses qu'on n'a pas envie de vivre, on va tout de suite trouver une raison extérieure à nous. Hein. Et là, voilà, c'est jusqu'à dire même que, de manière générale, parce que là, il parle de l'humanité, c'est même pas nous en tant qu'individus, c'est l'humanité de manière générale, va chercher un échappatoire sous la forme de Dieu. Alors, il dit même un Dieu paternel, sur lequel, voilà, on va crier, mais pourquoi j'ai vécu ça, mais pourquoi? Et je pense que effectivement, c'est quand même, il y a beaucoup de prières qui sont faites dans ce sens-là, en disant, bon, bah, merci pour telle chose, et mais pourquoi ça m'arrive à moi, je suis malade, pourquoi, etc. Euh, Là, voilà, il parle vraiment de responsabilité. Hein. Et le paragraphe suivant, il va enfoncer le clou en disant, le fait est, bon, toujours voilà, sa manière très factuelle de présenter les choses, à sa manière factuelle en tout cas, le fait est que chacun de vous crée sa propre réalité physique, donc ça c'est de manière individuelle, et collectivement, vous créez à la fois la gloire et la terreur
qui préside à votre expérience sur Terre. Donc là, il fait encore un pas en avant, et il continue à expliquer. Donc, à la rigueur, voilà, de manière individuelle, on peut dire que, comme j'ai expliqué avant, de toute façon, on a, comme nos sens nous mentent, on a, avec nos croyances, une certaine vision de ce qu'on est en train d'expérimenter, en bien ou en mal. Hein. Si on est plutôt positif, on va voir des bonnes choses un petit peu partout dans notre vie. Si on est négatif, ben, chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, voilà, on va sentir le poids de l'injustice qui pèse sur nos épaules. Donc là, il remet bien les pendules à l'heure en disant, c'est vous qui créez cette réalité-là, mais également, et ça c'est peut-être un peu plus complexe à comprendre, il parle de manière collective, c'est-à-dire que les événements qui ne concernent plus que nous, mais qui vont concerner de manière générale plusieurs personnes à la fois, eh bien, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est une création collective. Mais ça reste une création, c'est-à-dire que nous nous mettons d'accord, alors ça peut être dans les moments où on est connecté à notre moi interne, que la personnalité étant directement connectée, donc par exemple les moments de rêve, on peut imaginer voilà, que l'ego est donc séparé du moi interne, et que pendant ce temps-là, le moi interne, il peut continuer à échanger avec son entité, avec d'autres entités, pour se mettre d'accord collectivement. Et c'est là où c'est très important de comprendre que tout ce que je viens de dire, c'est d'un point de vue absolument inconscient. En tout cas, tant que nous sommes séparés de notre moi interne, nous n'avons aucune conscience de tous ces choix qui sont faits à notre insu, quelque part. Alors que c'est bien notre entité qui va choisir les différents événements que nous allons expérimenter. Donc c'est bien quelque chose de volontaire, mais pas consciemment pour la personnalité. C'est-à-dire pour moi-même, là, Laurent, qui suis assis à une chaise, je ne me rends pas compte de ce que j'ai choisi de vivre demain. Et pourtant, c'est déjà en partie programmé, soit moi de manière individuelle, soit de manière collective. Et sans doute que la nuit prochaine, dans mes rêves, il y a une partie inconsciente de moi qui va programmer un peu plus clairement la journée que je vais vivre demain, avec les différents choix que je vais pouvoir faire, avec les différentes options, d'où la notion de rêve prémonitoire dont j'ai parlé tout à l'heure, qu'effectivement, oui, on peut avoir ce ressenti de dire mais j'ai déjà vécu la situation, ou je me suis préparé pendant un rêve, mais c'est peut-être parce que ça fait partie des options, des mondes parallèles que je vais expérimenter, et donc bah, j'ai expérimenté plusieurs mondes parallèles dans mon rêve, et dans ma journée, je vais en vivre qu'une seule, consciemment. C'est vraiment, là il faut séparer ce qui est inconscient de ce qui est conscient. Donc la notion des mondes parallèles, on est dans l'inconscient. Il y a une multitude d'options, de variations de nos vies, complètement inconscientes à notre personnalité, et c'est de ça dont il parle, là, à cet endroit-là. En tout cas, tel que je le comprends. Hein. Quand il dit que vous créez à la fois la gloire et la terreur qui préside à votre expérience sur Terre. Donc c'est très très fort, hein, les deux mots. Il peut y avoir des périodes, effectivement, où il est plus facile, je dirais, de vivre sur la Terre, et des moments où c'est un peu plus compliqué. Là, on vient de vivre 2-3 ans avec des confinements, avec une peur, alors plus ou moins créée, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais en tout cas, la manière dont les hommes politiques en ont parlé, il y a eu quand même des choix politiques très forts qui ont été faits, des mots utilisés pour parler d'un virus qui est somme toute une entité vivante parmi plein d'autres sur Terre. Et moi j'ai longtemps travaillé pour la préservation de la biodiversité, et souvent on se répétait que dans la notion de biodiversité, toute vie sur Terre doit être respectée. On recherche la diversité maximale. Donc plus il y a d'êtres vivants, y compris les bactéries, les virus, les champignons, etc., mieux c'est. Ça fait partie
de l'utilité publique, et la préservation de la biodiversité. C'est marqué comme ça dans les textes de loi français et européens. Il faut préserver la biodiversité. Et tout d'un coup, on a eu un discours qui disait absolument l'inverse. Enfin, voilà, parce que un virus faisait peur, donc il fallait éradiquer ce virus. Voilà. Donc ça arrive régulièrement à l'échelle de la planète, quand tout d'un coup il y a voilà, une propagation d'une maladie. Alors là, tout d'un coup, on parle plus du tout de biodiversité. Là c'est l'être humain avant tout, et on est prêt à faire n'importe quoi. Et donc ça peut être vécu comme des périodes de terreur, en tout cas. Voilà, c'est une illustration de ce que Seth exprime dans sa phrase. Donc là, il remet vraiment les pendules à l'heure. La phrase suivante, il continue en disant « Tant que vous n'aurez pas compris que vous la créez vous-même, donc à la fois cette réalité physique, vous refuserez de vous en reconnaître responsable. » Donc là, effectivement, je viens de parler, par exemple, de la pandémie qu'on vient de traverser. Il y a un livre entier de Seth qui parle de ce sujet-là, donc on y reviendra dans quelques années. Si ça vous intéresse, vous pouvez le lire tout de suite. C'est le titre exact, c'est Événement collectif, un choix individuel. Donc, nous, on a une version qui a été traduite, mais je crois que c'est une version traduite au Québec. En tout cas, c'est pas la même maison d'édition enfin, c'est pas ma même édition, l'édition qui traduit en ce moment en français. Donc, je sais pas si ce livre est encore facilement trouvable. En tout cas, il va être retraduit dans les prochaines années. Mais en tout cas, il parle exactement du thème que Seth est en train d'évoquer sur cette création collective de la réalité physique. Donc là, c'est quand même très fort. C'est-à-dire que nous avons créé la pandémie. Nous créons les catastrophes quand il y a un tremblement de terre, l'éruption d'un volcan, etc. Là, ce qu'il nous dit, clairement, c'est que c'est nous qui créons cet événement-là. Alors, pourquoi ? Pour vivre une expérience particulière. Donc, ça peut être difficilement entendable quand on est en train de vivre la catastrophe, de se dire que d'une part, c'est nous qui l'avons créé ou que nous y avons participé. D'autre part, de se dire simplement que c'est une expérience parmi d'autres. Et c'est d'ailleurs une des difficultés de compréhension, de rentrer dans le message de Seth. Et c'est vraiment ce qu'il est en train d'expliquer dans ce paragraphe-là. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de ne pas se sentir responsable et de dire il nous arrive des choses, bon bah voilà, on peut accuser effectivement un tel ou un tel, la faute à pas de chance, etc. Lui dit non, il faut que vous preniez conscience. Je redis la première phrase là, en début de séance là que je vous ai redit. Il a commencé par nous dire qu'il y a plusieurs choses que je vais vous demander de comprendre. Et là, on est dans la compréhension intellectuelle. C'est-à-dire qu'on est dans le fait d'imaginer que tout ce qui nous arrive, c'est notre choix inconscient. Et c'est là la difficulté. Et donc, on ne comprend pas pourquoi ça nous arrive. Mais, alors, voilà, si vous êtes curieux, bien, vous lirez le livre, vous suivrez la suite des guidages de lecture. Les réponses, elles sont après dans le livre. Mais en tout cas, à ce niveau-là, il y a cette notion de responsabilité. Et que tant qu'on ne comprend pas ou qu'on n'essaie pas en tout cas d'imaginer que nous avons donc un choix, un impact sur ce qui nous arrive, eh bien on est complètement démuni par justement tous les événements qu'on traverse. Bon, il poursuit le paragraphe, là aussi, enfin voilà, en expliquant qu'on a quand même un petit peu évolué, il nous dit « Vous ne pouvez pas non plus accuser le diable des malheurs du monde, car vous êtes à présent suffisamment développé pour savoir que le diable est une projection de votre psyché. » Bon, ok, il y a un côté rassurant, il nous dit effectivement, alors on ne peut pas accuser le diable parce que vous avez suffisamment évolué maintenant, vous comprenez que c'est vous qui créez le diable, c'est une personnification justement de cette de projection mentale
pour trouver un bouc émissaire en fait à nos malheurs. Et il poursuit en disant mais vous n'êtes pas encore assez sage pour savoir utiliser votre créativité de manière constructive. Et c'est là pour moi un des points clés effectivement dans la réflexion, parce que c'est souvent des questions que nous avons quand on discute avec des gens. Qu'est-ce que c'est la vie, pourquoi la vie, etc. Il y a toujours cette, à un moment donné, cette notion de la place des malheurs. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a des malheurs dans notre vie? À quoi ça sert? Et là, il dit, mais qu'en fait, si on utilise de manière suffisamment fine, donc il dit sage, on va dire, notre créativité, eh bien, on peut construire ce que l'on veut. Donc, nous ne sommes plus obligés de créer des malheurs dans nos vies. Mais ça veut dire, pour ça, qu'il faut déjà avoir conscience que ce qui nous arrive, nous l'avons créé, soit individuellement, soit collectivement, et avoir certains outils, avoir assez confiance, quelque part, pour réussir petit à petit à influencer ce que l'on vit. Donc ça demande d'avoir vraiment une prise de recul par rapport à ce que l'on vit, à comprendre en partie que ce ne sont que des événements, une suite d'expérimentations, et que quelque part on est venu dans cette réalité physique pour expérimenter justement différentes expériences physiques, y compris ce qu'on considère comme des malheurs. Donc bon, voilà, je vais pas approfondir le sujet maintenant, mais bon, je pense que soit la question vous taraude et à ce moment-là peut-être ça vous donnera envie de lire le livre, soit vous bloquez là-dessus. Là, c'est vraiment libre à chacun de voir. En tout cas, Seth pose très fortement dans son premier chapitre des points qui sont essentiels, qu'il va développer par la suite, en expliquant, en essayant d'amener des exemples aussi à plusieurs moments, hein, des exemples concrets. Donc ça fait partie des éléments où il nous demande de réfléchir dessus. Et c'est parce qu'on réfléchit dessus que peut-être petit à petit, intuitivement, on va pouvoir percevoir des choses dans notre vie, un certain changement. Et c'est cette différence de perception qui nous amène à un autre niveau de compréhension, je dirais, voilà, qui n'est plus intellectuel. Et le livre parle à ces deux niveaux, intellectuel et non intellectuel. Il enchaîne, paragraphe suivant, en expliquant que le manque de muscles constitue une limitation est une idée qui vous est familière. Donc, voilà. Dans notre corps, oui, on ne peut pas tout faire. Je ne peux pas aller soulever une voiture, c'est trop lourd. On considère que c'est une limitation, c'est acquis pour tout le monde. Ok. Bon, on va dire donc que c'est une croyance commune. Il continue, mais en tant qu'espèce, c'est surtout l'ego qui vous limite, qui vous maintient dans un état de rigidité spirituelle, qui refuse la portion intuitive du moi, qui la déforme au point de la rendre méconnaissable. Donc, il fait le parallèle entre quelque chose de physique, les muscles, en expliquant que ça, tout le monde comprend ça, mais que en fait la vraie limite, c'est vraiment ce que je comprends dans cette phrase-là, la vraie limite que nous avons tous, tant qu'on n'a pas fait un travail dessus, c'est notre ego. Donc l'ego, je vous rappelle, voilà le petit schéma que j'ai fait au tableau. L'ego, donc c'est l'interface, on va dire, entre le moi interne et le monde physique. C'est cette partie qui liste l'ensemble des croyances collectives qu'on appelle les lois universelles, les lois terrestres, et également nos croyances propres. Et là, il dit que c'est ça en fait qui nous fait une limite. Et
dans ce qu'il explique dans sa phrase, en disant que c'est l'ego qui maintient un état de rigidité spirituelle et qui refuse la portion intuitive du moi. Et même, il va plus loin, l'ego va prendre la main quelque part et déforme ce que l'on reçoit du moi interne pour la rendre méconnaissable. C'est vraiment comme si l'ego prenait une place qu'il n'a pas dans nos vies, c'est-à-dire qu'il se croit le chef. Donc, alors, on va peut-être définir un petit peu plus précisément. Donc, qu'est-ce que c'est le moi? Qu'est-ce que c'est l'ego? Comment ça fonctionne? Et de quoi Seth est en train de parler? Donc, le moi, on va dire, il y aura un moi interne et un moi externe. Le moi interne, donc c'est la partie intuitive, hein, c'est ce qu'il est en train de parler, la portion intuitive du moi. Le moi externe, à mon avis, le plus simple, c'est de l'appeler ego. Hein, c'est cette interface avec ce que l'on vit au quotidien, le monde physique. Donc l'ego, normalement, c'est juste un outil pour l'expérience qu'on est en train de vivre en tant que personnalité. C'est-à-dire que, je rappelle, la conscience est à l'origine de toute forme. Donc, nous sommes avant tout une conscience. Hein, Seth appelle ça une entité, qui venons nous personnifier dans une réalité physique, c'est-à-dire qu'on se met dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire qu'on va naître, c'est comme ça que ça s'appelle, le moment donné où il y a une création physique, alors c'est même avant, c'est au niveau de le croisement d'un spermatozoïde et d'un ovule, qui est une première cellule qui est créée, et il expliquera ça aussi plus tard. Donc c'est là le moment où la conscience s'incarne dans la matière physique, ça va grandir, et ça va petit à petit devenir une personnalité. Cette personnalité utilise un ego pour interagir avec le monde physique. Donc comme je disais, c'est la liste de toutes nos croyances, dont une partie est collective. La question que Seth est en train de nous poser, c'est est-ce que justement notre expérience en tant que personnalité ne doit passer que par l'ego, ou est-ce qu'on doit garder un lien avec le moi interne? Alors bien sûr, en posant la question, la réponse est déjà dedans. Lui, ce qu'il nous dit, c'est que l'ego nous limite. Donc, il explique tout de suite que l'ego, mal utilisé, ça doit être un outil normalement. S'il prend la main, qu'il devient maître à bord, parce qu'il estime, cet ego, que lui connaît les règles de la réalité physique dans laquelle nous sommes, et que comme il connaît les règles, il doit nous protéger. Voilà, c'est lui qui a le mode d'emploi en fait, de la vie, donc il prend la main. Et il veut volontiers prendre la main. Et je pense qu'on lui laisse volontiers la main. Et c'est là, de ce que je comprends de cette phrase, que il y a un souci, puisque comme on lui laisse complètement la main, eh bien ça nous limite. Ça nous empêche de nous connecter à notre moi interne, ça nous empêche que notre personnalité reçoive les informations de l'entité et vive plus complètement ce qu'elle a à vivre comme expérience. Voilà, donc il parle bien de limitation, d'état de rigidité et d'une déformation de l'ego. Hein. Donc c'est ces différentes notions que je traduis de cette manière-là. À ce moment-là, donc Robert note qu'ils font une petite pause à 22h45. Enfin, quand il, c'est 7 en fait, hein, qui fait des fois entre deux paragraphes ou un paragraphe. Il y a une petite pause, comme s'il était en train de réfléchir ou de laisser infuser un petit peu les informations. Et là, il va changer effectivement, dans le paragraphe, il va changer de ton. Il nous dit, il se fait tard. Mes deux amis doivent se lever tôt demain. Robert prépare 2 livres de son côté et a besoin de dormir. Voilà, très vite, il va passer de quelque chose de
un thème un peu philosophique sur la place de l'ego, le moi interne, etc., à quelque chose de très concret, pragmatique. Et donc il enchaîne en disant, eh bien, avant d'achever cette session, je vais vous demander, donc là il parle à nous en tant que lecteurs, hein, je vais vous demander d'imaginer les circonstances de notre entretien. Car Robert m'a bien dit qu'un écrivain doit être attentif à situer la scène. Robert a noté, entre parenthèses, avec humour. Là, on voit que c'est le lien qui est assez étonnant entre Jen et Seth. Donc, Jen est écrivaine hein, de son côté. On avait bien expliqué dans l'introduction la peur un petit peu qu'elle avait de laisser Seth écrire son propre livre, parce que écrire un livre, selon elle, ça demande une certaine compétence, une certaine connaissance de ce qu'est la réalité physique. Et voilà, ça demande d'utiliser des mots particuliers. Et donc notamment, voilà, elle se permet un peu de faire des commentaires. Donc là, je ne sais pas si elle l'a exprimé directement à Seth, là c'est pas dit dans le livre, mais en tout cas Seth a compris qu'il y avait un message de la part de Jen, donc il appelle Robert, et voilà, il dit avec humour que bon, on lui a demandé de décrire la scène, donc il le fait au paragraphe suivant. Je parle par Robert 2 fois par semaine, le lundi et le mercredi, dans cette pièce spacieuse avec la lumière allumée. Donc ça c'est le cadre des sessions que j'avais déjà décrit. Ce soir, je savoure à travers les yeux de Robert le paysage hivernal au dehors. Il faut comprendre dans cette phrase que effectivement Seth n'a pas un accès direct à la réalité physique. Ça lui demande un travail. Et il va utiliser des compétences, des caractéristiques, hein, il l'avait expliqué avec le mot effectivement de caractéristiques, pour se connecter à Jen. Et là, donc, on voit que il peut savourer le monde physique, autrement dit le paysage hivernal, grâce aux yeux de Robert. Donc, il y a une certaine connexion qui est faite, et Seth va pouvoir utiliser ce sens de la vision qu'il n'a pas, en tout cas lui il a quelque chose qui doit être très différent. Donc ça doit lui sembler oui complètement nouveau, je sais pas, je dirais c'est un petit peu comme si on se connectait à un jeu vidéo par exemple avec qui nous présente un univers complètement différent. Donc, dans l'écran, on a accès virtuellement, nous en tout cas dans notre cas, parce que c'est un jeu vidéo, à un univers entier qu'on va regarder à travers un écran. Et là, moi j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que c'est toujours très compliqué d'essayer d'imaginer ce qui entoure Seth, quel est son univers quotidien. C'est très très différent de nous, certainement. Il expliquera d'ailleurs, enfin il essaiera de mettre des mots dessus un peu plus tard. Mais là, c'est comme s'il avait un accès plutôt à travers des émotions, des sensations certainement également. Et par les yeux de Robert, il a accès à un canal particulier de sensations qui ne lui est pas commun. Et il en profite donc pour observer une scène qui peut-être nous paraîtrait complètement anodine, un paysage hivernal. Et c'est ce que le paragraphe suivant explique. Il va dire la réalité physique a toujours été rafraîchissante pour moi. Donc c'est bien cette notion d'expérience. On comprend qu'à travers les différentes personnalités qu'il a vécues, il a un lien particulier avec la réalité physique et il y revenait pour vivre quelque chose qu'il ne peut pas vivre dans son quotidien à lui, sans qu'on sache trop à quoi ça ressemble. Et donc c'est une expérience qui a une valeur particulière.
qu'il ne peut pas reproduire tout seul, a priori. Il poursuit la phrase en disant que, et en écrivant ce livre, avec la collaboration de Robert, toujours cette possibilité, ce canal pour rendre matériel quelque chose qui ne l'est pas, je constate que j'avais bien raison d'apprécier ces charmes uniques. À la première lecture, moi j'ai trouvé ça assez intriguant, c'est-à-dire qu'en même temps il va dire qu'il y a beaucoup de réalité. Je crois qu'il vient d'utiliser, quand il expliquait qu'il allait décrire la réalité d'après son expérience, il parlait de nombreuses strates et dimensions. Et malgré tout, ce qui nous paraît complètement anodin, qui s'appelle la réalité physique, qu'on voit tous les jours, lui il le voit comme quelque chose d'unique. Il utilise bien ce mot, les charmes uniques. Et quelque part, il se replonge avec délice, là c'est ce que je comprends, quand il est en connexion avec Robert, à l'occasion d'écrire son livre, c'est l'occasion pour lui, par le corps de Robert, de retrouver des sensations qu'il avait quand il était en personnalité terrestre, et que c'est quand même visiblement une expérience vraiment particulière. Donc, moi ça me redonne vraiment beaucoup de valeur, de crédibilité à la vie qu'on a tous les jours. Je m'explique. En lisant les premières pages du livre de Seth, on peut se dire que finalement nous ne sommes rien. C'est-à-dire que on se rend compte qu'on est une personnalité parmi plein d'autres que vit notre entité, qu'on n'en a même pas conscience, qu'on vit plein de choses qui soient joyeuses ou pas pour nous, de notre point de vue, et qu'on n'a même pas conscience que c'est nous qui les créons. On se dit au bout d'un moment, peut-être, mais en fait, mourir c'est rien. Alors qu'on a tellement, au départ, on a notre ego qui nous dit, mais ta vie est tellement extraordinaire, on a peur de la mort. C'est quelque chose de fondamental dans l'être humain. Là, si on lit ça, on se dit, mais finalement, c'est une vie parmi d'autres. Donc, c'est comme si ça pouvait enlever de la valeur à cette vie-là. Et là, juste ces deux paragraphes, qui pour moi, ils font partie du livre, mais c'est un commentaire de Seth sur simplement ce qu'il est en train de vivre. Il décrit la scène. Pour moi, ça me redonne fondamentalement le côté précieux de la vie que nous sommes en train tous d'expérimenter. De ne pas se dire c'est une parmi d'autres, donc elle n'a pas de valeur, je peux tout rater, je peux tout planter, je peux mourir aujourd'hui. Oui, peut-être, c'est une expérience. Mais ce que nous sommes en train de vivre, nous avons voulu déjà le vivre, nous avons créé le scénario, la base, nous y revenons. Et donc c'est quand même, voilà, elle a une importance fondamentale et c'est peut-être juste de se replonger dans, je dirais un petit peu ce regard naïf de l'enfant. Pour un enfant, tout est nouveau, donc tout est extraordinaire. Et peut-être à un moment donné, on a l'impression que voilà, on connaît tout ce qu'on regarde tous les jours, ce qui nous entoure, on le connaît, donc on y porte moins d'intérêt. Alors que c'est malgré tout une expérience extraordinaire. Et les mots de Seth sont là pour le rappeler. Et il continue sur un ton assez léger, mais en général, chacune de ces phrases a quand même une utilité, après par la suite dans ce qu'il veut expliquer. Il précise qu'il reste un personnage à mentionner ici. Willy, le chat. Petit monstre chéri qui dort en ce moment. Voilà, donc il présente la scène. Donc il faut bien imaginer, voilà, le salon, Jen qui parle en tant que Seth, Robert, son mari, qui est en face en train de prendre des notes. Et donc il parle, voilà, il dit, voilà, pour bien préciser la scène, il faut comprendre, il y a aussi le petit chat dans son coin. Et Robert en profite pour faire un commentaire. Il explique effectivement, Willy dort, même il dit ronfle plutôt, perché sur notre vieux poste de télé, juste derrière la tête de Jane, assise dans son fauteuil.
Voilà, ça c'était entre parenthèses. Et c'est pas anodin. Voilà, il en parle comme ça. Il enchaîne le paragraphe suivant en disant: la nature de la conscience animale est un sujet très intéressant en soi, et nous l'examinerons plus tard. Donc ça veut dire déjà que les animaux, enfin là il parle en tout cas de la conscience animale, donc, il va préciser peut-être après dans quelle proportion qui est concerné. En tout cas, les animaux, sans plus de précision, ont une conscience, ou si on revient à la notion que c'est la conscience qui crée tout, en fait, donc une conscience a voulu créer un animal pour vivre une expérience particulière. Voilà, j'essaie de présenter les choses sous les deux facettes, parce qu'il y a la phrase classique de dire on a une conscience, et puis il y a dans les mots de Seth, le fait de revenir dans ce qu'il a dit. Donc il y a une conscience qui s'est incarnée physiquement dans un animal. Et il dit que non seulement il y a conscience dans tous les animaux, mais que c'est un sujet intéressant. Et donc on y reviendra un peu plus tard. Il va préciser aussi certaines choses dans la suite du paragraphe en disant: le chat se rend compte de ma présence. Et là, c'est également assez particulier puisque sans la planche Ouija au début, Jen et Robert ne sentaient pas la présence de Seth. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé une interface. Ils ont eu besoin, pour se connecter, d'utiliser un ustensile, voilà, un outil, qui leur ont permis de rentrer en connexion avec Seth. Alors que le chat, avec sa conscience animale à lui, il se rend compte directement de cette présence. Il perçoit donc des personnalités à sa manière. Donc c'est comme on voit qu'il y a une compétence, on va dire, particulière chez les consciences, dans les consciences animales. Et effectivement, il précise que le chat y a réagi plusieurs fois de façon perceptible. Donc là, je renvoie au early session. Donc j'ai pas noté, je le mettrai peut-être en commentaire. Dans plusieurs sessions, notamment dans les premières sessions, leur chat Willy devenait un petit peu tout fou au moment où Seth était en train d'arriver, entre guillemets. Hein, c'est-à-dire que là, au moment où Seth crée ce pont psychologique particulier, il y a donc une arrivée de conscience, une formation de conscience qui devient perceptible. Et du coup, le chat était sans doute complètement perdu puisqu'il voyait sa maîtresse, Jane, qu'il connaît bien, et il sentait en même temps une présence d'une autre personnalité qui était à l'endroit, en tout cas en train de communiquer, je ne sais pas exactement à quoi ça peut ressembler, qui était en train donc de rentrer en communication avec Jane. Et ça, il le sentait. Et effectivement, Robert commentait dans le début des sessions, tout d'un coup, le chat, il devenait fou, il partait dans tous les sens. Ou à un moment donné, il avait peur aussi, il se cachait. Il y a un début de session où c'est comme s'il y avait, oui, on dirait un fantôme, quoi, quelque part, qui était présent. Et le chat le sentait, le voyait. C'est comme s'il regardait quelque chose dans la pièce, il en avait peur. Il s'est tenu caché pendant longtemps. Et au fur et à mesure que les sessions se sont renouvelées, le chat s'est un petit peu habitué au fait qu'il y a eu comme un, je sais pas tellement comment le décrire, voilà, cette arrivée en tout cas, ce pont psychologique, cette conscience qui se matérialise en Jen. Et c'est ce que Seth explique, voilà, en disant qu'il y a réagi, donc effectivement plusieurs fois de façon tout à fait perceptible. Il poursuit: avec ce livre, j'espère montrer l'interaction constante
entre toutes les unités de conscience. Donc, voilà, il explique que toutes les unités de conscience sont en interaction constante. Virgule, la communication. Donc dans sa phrase, c'est voilà, j'espère montrer la communication qui franchit la barrière entre les espèces. Et dans certains de ces développements, nous prendrons Willy comme exemple. Donc vous voyez, le fait de citer Willy comme étant un des 3 personnages présents dans la pièce, c'est loin d'être anodin. Et effectivement, il va s'en servir pour expliquer différentes réactions que le chat peut avoir. Donc là, je redis quand même la phrase qui est également lourde de conséquences. Il va essayer de montrer, en tout cas à sa manière, qu'il y a en permanence entre toute unité de conscience, donc là c'est un mot nouveau qu'il va définir plus tard, mais on peut dire pour le moment, en tout cas, chaque conscience, hein, en se disant qu'il y a une notion d'entité, d'unité, pardon, l'unité c'est le plus petit élément non divisible de la conscience. Donc il faut voir que si on pouvait zoomer, imaginons, voilà, on peut zoomer le plus finement possible au sein de la conscience, eh bien chacun des petits éléments qu'on va trouver, au-delà duquel on ne peut plus zoomer plus, hein, donc chaque élément cohérent, est en interaction constante avec, a priori, toutes les autres unités de conscience. Là, alors, je ne vais pas pouvoir citer l'expérience, mais il me semble que c'est ce que la physique quantique continue de découvrir. Moi, j'ai entendu en tout cas une expérience où ils ont mis, alors je crois que c'est 2 atomes ou 2 molécules, je ne sais plus, en contact à un moment donné, à un endroit donné. Et après, ils les ont emmenés dans 2 lieux différents. Je crois qu'il y en a un à Berlin et l'autre à Paris, si ma mémoire est bonne. Et ils vont stimuler, alors je sais plus, je crois qu'ils doivent envoyer des particules dessus ou avec une lumière ou bon, ils font une stimulation physique d'un des 2 atomes. Et bien ils se rendent compte que l'autre, qui est à plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres, va réagir absolument au même moment, comme s'il était lui-même soumis aux mêmes stimulations. Ça veut dire que, alors là c'est l'explication qui est donnée là aussi dans les limites de ce que j'en comprends. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour faire un appel au niveau de la physique quantique. Si jamais un chercheur en physique quantique m'entend, ou si quelqu'un peut rentrer en contact, connaît quelqu'un qui travaille en physique quantique, je serais très très intéressé pour faire au moins une session pour discuter de certains points que cette explique et pour vérifier avec quelqu'un qui connaît, puisque je suis loin d'être physicien, pour vérifier auprès de quelqu'un qui s'y connaît de manière pointue sur le sujet, les dernières avancées de la physique quantique, est-ce que ça va dans le même sens que ce que Seth explique en 1970 ou pas. Voilà, donc voilà, ça me permettra d'aller plus loin dans les explications et dans les détails. Moi, j'essaie à ma manière, de ce que j'en comprends, de reprendre différentes expérimentations qui ont été faites. Mais voilà, je suis loin, encore une fois, d'être un chercheur, surtout en physique quantique, et je ne lis pas les magazines scientifiques souvent pour me tenir au courant de toutes ces avancées. Voilà, donc j'en ai fini avec cet appel. En tout cas, n'hésitez pas, vraiment, ça me rendrait beaucoup service. Mais donc, l'expérience, en tout cas telle qu'elle a été proposée, disait que n'importe quel, donc je crois, atome ou molécule
qui a été un contact à un moment donné, deux molécules qui ont été en contact, le sont ensuite, enfin restent en contact en permanence par la suite. Donc là aussi, je ne sais pas s'il y a d'explication. Et donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que parce qu'il n'y a pas d'explication, on peut réfuter le phénomène que l'on observe? Bon, en tout cas, il y a un lien. Donc si on imagine depuis la naissance de l'univers, ou même de la Terre, donc même si on imagine le Big Bang, toutes les molécules, les particules, tout était au même endroit, donc tout était en contact. Donc depuis, ça ne fait que s'étendre. Donc, même si on en revient à la physique classique, avec ce qu'on en connaît pour le moment, on est en train de se dire que finalement, tout, partout, est en contact, en permanence, et qu'il y a en tout cas des informations de quelle nature ça reste à identifier, mais qui peuvent circuler de l'une à l'autre. Voilà, en tout cas, ça correspondrait à ce que Seth dit en disant qu'il y a une interaction constante entre toutes les unités de conscience. Il va même donc, il prend la chose sous un autre regard en expliquant que la communication franchit la barrière des espèces. Donc, ça veut déjà dire que ce n'est pas uniquement à travers le langage que la communication se fait, qu'il y a autre chose qui permet d'échanger. Une communication, c'est un échange d'informations. Et la communication, normalement, est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on est capable de recevoir des informations d'un animal, notamment les personnes qui ont des animaux de compagnie, je pense qu'elles sentent bien, il y a des échanges d'émotions, en tout cas par rapport à cet animal, mais que nous pouvons également lui envoyer des informations. Alors, comment ça se traduit il y a un petit peu, je sais pas si c'est un dicton, mais en tout cas, on dit, il y a un peu une sorte de caricature que les maîtres d'un animal ont en fait un animal qui leur ressemble, soit au niveau du caractère, soit du physique. Il y a plusieurs auteurs de bandes dessinées qui dessinent, ou c'est repris dans des publicités. Là, j'ai vu récemment, quelqu'un avec des cheveux longs et blonds vont avoir un chien avec des poils longs et plutôt clairs. Les bruns à cheveux courts vont avoir un chien pareil. Ou sinon au niveau du caractère, les caractères des gens plutôt agressifs vont plutôt avoir des chiens soit de combat, soit qui sont plutôt agressifs, et des gens plutôt doux vont choisir des chiens doux. Donc, est-ce que c'est vraiment un choix? Je choisis une race en fonction de mon caractère, ou bien est-ce que tout simplement petit à petit la personnalité humaine va déteindre, en tout cas va avoir une influence sur le caractère du chien ou du chat. Là c'est un peu une question, mais en tout cas c'est ma manière de faire réfléchir. Pour ma part, j'ai eu un animal de compagnie, donc je vois bien qu'il se passe des choses qui ne sont pas de l'ordre du langage, que l'on s'échange. C'est un peu compliqué de mettre des mots dessus. Voilà. Donc là, Seth poursuit. Vous voyez qu'il a déjà fait une première pause. Il arrive vers la fin de la session. Et donc, il demande à Robert, vous pouvez faire une pause ou terminer la session comme vous préférez. De manière régulière, en fin de session, il leur offre le choix, soit d'arrêter tout de suite, soit de poursuivre encore un petit peu. Et là, Robert lui répond donc que on va peut-être arrêter alors, donc sachant qu'il est autour de 23h, et effectivement, Seth avait annoncé qu'ils avaient du travail le lendemain et qu'ils devaient se lever assez tôt. Seth commente en disant, Robert, excusez-moi, commente en disant, c'est très intéressant. Donc là, on est à la fin de la première session où Seth a dicté son livre. Donc c'est tout nouveau pour tout le monde. Petite pause, sourire de la part de Jen, et Seth répond, j'espère que cela vous plaît.
Ce à quoi Robert répond, bonne nuit, Seth. 23h, fin de la session, donc ce sont les commentaires de Robert. Jen sort rapidement de transe. Son débit a été bon pendant toute la session. Elle est contente, dit-elle, que Seth ait commencé son livre. Depuis longtemps, à chaque fois que je me disais que Seth allait s'y mettre, j'avais peur de le laisser faire. Donc là, on retrouve effectivement la peur dont elle a parlé dans son introduction, qui crée des blocages. Et là, même après 510 sessions, eh bien, il démarre quelque chose de nouveau, tous les trois, je dirais, Jen, Robert et Seth. Et donc, elle est simplement contente que déjà ce soit commencé, ça lui enlève un poids, de voir que ça fonctionne, que Seth arrive à dicter son livre, que Seth est a priori content, puisque voilà, il dit j'espère que ça vous plaît. Donc il arrive à peu près normalement à rentrer en communication suffisamment bien avec Jen pour que ça circule bien. Et donc Jen est toujours un petit peu intriguée par rapport au contenu du livre et elle va commenter à la suite en disant Jen se demande maintenant si elle doit lire le livre de Seth à mesure qu'il l'élabore ou s'il ne serait pas plus impressionnant par la suite qu'elle ne l'ait lu qu'une fois terminé. C'est donc là je m'en réfère à toute la première session, l'introduction de Jen, où elle explique ça en détail, le fait qu'elle se sente dépossédée du texte de Seth, donc elle n'a vraiment, enfin elle se considère comme un lecteur parmi d'autres, donc là elle le redit à nouveau. Et ils concluent tous les deux, voilà, nous pensons tous les deux que c'est sans importance. Elle le lira donc quand je l'aurai dactylographié. C'est-à-dire, voilà, au début, elle imagine pouvoir le lire au fur et à mesure. Donc ça, c'est la fin de la première session où Seth a dicté son livre. On va enchaîner avec la session 512, le mardi 27 janvier 1970. Donc on voit que c'est un mardi, alors qu'habituellement les sessions ont lieu les lundis et mercredis. Donc Robert commande directement 21h02. La session prévue pour lundi a été reportée à ce soir. Donc ça arrive plusieurs fois, soit parce que tout d'un coup ils ont une visite, soit parce qu'ils sont trop fatigués. Voilà, ils ont une vie après tout comme tout le monde. Donc oui, effectivement, ils ont vécu pendant là où on en est, ça fait 7 ans, à peu près toutes les semaines, 2 fois par semaine, les soirs, ils ont des sessions de 2 heures, mais malgré tout, ils s'autorisent des petites pauses. Robert continue à décrire le cadre de cette session. Le débit de Jane est plutôt lent, avec beaucoup de longues pauses, dont quelques-unes sont mentionnées. Sa voix est normale et ses yeux sont souvent ouverts. Fin du commentaire. Seth commente. Bonsoir. Robert répond bonsoir Seth. Et Seth enchaîne. Maintenant, revenons à notre nouveau manuscrit. Puisque nous avons parlé des animaux, je voudrais préciser qu'ils possèdent une conscience, mais que celle-ci ne leur offre pas autant de liberté que la vôtre. Là, on voit ce qui était expliqué au début du livre, c'est que malgré les pauses, les écarts entre sessions, Seth, pour lui, on a l'impression que ça fait pas de différence. Il va reprendre là où il en était. Il enchaîne directement. Donc, il vient de parler de Willy. Et donc, il enchaîne à propos des animaux, parler de la conscience. Bon. Et donc, il va préciser que, effectivement, la conscience animale, c'est le premier élément qu'il donne, ne leur offre pas autant de liberté que la vôtre. Bon, pour le moment, on n'a pas tellement plus d'informations. Il continue en expliquant que, en revanche,
ils ne sont pas gênés dans son utilisation par certaines des caractéristiques qui limitent la conscience humaine. Donc, à la fois, ils ont moins de liberté. Donc, j'imagine que ça veut dire qu'ils ont un cadre qui est peut-être plus limité, qui est plus précis, qui est plus paramétré. Ça, c'est ce que je comprends de la première phrase, par rapport à la conscience humaine. Mais en revanche, ils n'ont pas de gêne dans l'utilisation. La conscience humaine, elle a des caractéristiques particulières, donc, qui lui permettent, a priori, une plus grande liberté, une créativité particulière, mais en même temps qui amène une gêne. Donc ça paraît peut-être un petit peu contradictoire, c'est-à-dire que dans la conscience animale, il y a moins de liberté, mais à l'intérieur du cadre qui est fixé, il n'y a pas de gêne. Donc il y a une liberté dans le cadre donné. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y aura un peu des caractéristiques particulières, un cadre général, un fonctionnement propre qui est défini pour la conscience humaine d'un côté et pour la conscience animale de l'autre, que ce cadre est donc plus réduit, limité pour les animaux, alors que les humains ont plus de capacités, mais que par contre, on a une plus grande liberté, mais c'est comme si c'était nous-mêmes qui allions, par la personnalité que nous incarnons et nos actions, nous limiter, et je pense là que ça fait écho à la notion de croyance. J'ai parlé avant des croyances limitantes, que nos propres croyances en fait peuvent limiter la liberté de notre conscience à la base. Alors que les animaux, ils ont moins de capacités innées, mais par contre à l'intérieur, ils sont complètement libres. Le début du paragraphe suivant, 7 va proposer sa définition de la conscience. Il indique que la conscience est la façon dont on perçoit les différentes dimensions de la réalité. La conscience est la façon dont on perçoit les différentes dimensions de la réalité. Donc il ne parle pas de la réalité physique, là, il parle de la réalité en général. Donc c'est une définition à sa manière large de ce qu'est la conscience, dans le cadre que lui a fixé la conscience qui crée la forme, etc. La phrase suivante, il va préciser la conscience que vous connaissez est extrêmement spécifique. Nous avons une perception particulière de la conscience, mais qui est donc réduite, limitée, spécifique. Donc, spécifique aussi dans le sens de espèce. Donc, en tant qu'être humain, nous avons une conscience très particulière. Il enchaîne, vos sens vous permettent de percevoir le monde en 3 dimensions, mais, par leur nature même, ils font obstacle à la perception d'autres dimensions tout aussi valides. Donc, les sens que nous avons nous permettent de complètement voir ce monde en 3 dimensions, percevoir le monde. Mais par contre, ces mêmes sens, ils font obstacle, c'est une frontière, une barrière, pour percevoir d'autres dimensions qui, selon Seth, sont malgré tout aussi valides. Donc ça va dans le même sens de ce qu'on a vu avant, à savoir d'une part, il le redit, il enfonce vraiment le clou, il y a beaucoup de formes de réalité possibles, des physiques, des non-physiques. Il dit que même lui, il les connaît pas toutes. Que nous avons donc des sens, là il parle, à mon avis, c'est pas précisé, mais des sens physiques, de nos 5 sens, et que ça nous permet donc de voir le monde en 3 dimensions, ce qui paraît
assez classique, hein. On a ces sens-là spécifiquement pour nous adapter à la réalité physique dans laquelle nous sommes immergés au quotidien. Mais en même temps, ces sens, ils bloquent, ils limitent. Euh, ils sont, c'est comme si on a l'impression qu'ils sont conçus pour bloquer la perception d'autres dimensions qui sont pourtant présentes. Et donc, là, on revient à ce que j'ai dit en début de cette séance, quand j'expliquais, que Seth expliquait que nos sens nous mentent. Pour moi, c'est vraiment dans cette même lignée. Hein. Les sens physiques sont des menteurs. Ils nous donnent une image particulière de la réalité, focalisée sur uniquement ce que nous voulons voir, de manière inconsciente. Hein. Et c'est là oui, je dirais oui, la compréhension, je pense qu'il est important d'avoir, c'est ce niveau inconscient. Que inconsciemment, nous choisissons de limiter ce que nous percevons, et que donc, au quotidien, tous les jours, en conscience, eh bien, nous ne percevons que ce que nous sommes autorisés à voir, et pas plus. Alors que ce choix est fait inconsciemment. D'ailleurs, Seth enchaîne en expliquant que, en général, vous vous identifiez à la partie du moi qui est orientée vers la réalité quotidienne. Voilà. De manière générale, de manière habituelle, on imagine que la partie du moi, là je pense qu'on peut reprendre le mot de ego également, ou le moi externe peut-être, hein, cette partie du moi qui est en relation avec le monde physique, eh bien on va s'identifier à cette partie-là. Nous imaginons, nous sommes certains que nous ne sommes que cette partie du moi externe et rien d'autre. C'est bien ça ce que cette phrase veut dire, nous identifier à seulement une partie donc, qui est orientée vers la réalité quotidienne. Là, pour essayer de faire un parallèle, il doit donner un exemple en disant « Il ne vous viendrait pas à l'esprit de vous identifier à une partie de votre corps et d'ignorer toutes les autres. » Hein, c'est comme si on disait « Voilà, je ne suis que ma main. Voilà, moi, je suis ma main. » Là, il fait ce parallèle-là pour vraiment que ce soit bien clair. Hein, c'est comme le petit schéma que j'ai dessiné. Là, on voit voilà une petite tentacule. On a l'impression d'être uniquement cette partie-là, alors que nous sommes beaucoup plus. Donc ça vous donne une image en tout cas qui peut peut-être vous parler. Et voilà, il précise en disant « C'est pourtant ce que vous faites », et Robert commente entre parenthèses « sourire », lorsque vous partez du principe que vous êtes votre ego et rien de plus. Donc c'est bien effectivement par rapport au schéma que j'ai indiqué, nous sommes limités à notre ego. Nous pensons, en tout cas, au quotidien, que nous sommes limités à notre ego. Voilà, donc là c'est vraiment avec cette image de dire, voilà, vous n'êtes pourtant pas que votre main ou que votre doigt de pied, ça vous semble absolument normal, eh bien c'est le même basculement entre l'entité et la personnalité. Alors on arrive, oui, ça fait bientôt 1 heure. Je pense qu'on va arrêter ici pour cette séance aujourd'hui. Donc nous sommes page 36. Ce que j'aimerais redire à la fin de cette séance, c'est voilà, redire un petit peu le cadre, l'explication pour laquelle je propose ces guidages de lecture. Ces guidages de lecture viennent de notre expérience d'avoir essayé
de laisser des amis ou de la famille, on leur a prêté les livres. Voilà, on a essayé de laisser les gens s'approprier le texte. Et on se rend compte que il y a peut-être besoin d'encadrer un petit peu cette lecture, de donner des éléments en plus. À savoir que les retours qu'on avait, c'était soit bon, j'ai pas le temps de lire, voilà, lire un livre entier sur le développement personnel, ou la spiritualité, la réalité, la compréhension du monde. Bon, donc voilà, c'est tout à fait compréhensible. Mais même des gens qui pouvaient être intéressés, qui faisaient certaines recherches, nous disaient que soit les concepts étaient trop nouveaux, soit en tout cas c'était trop différent de notre culture, de ce dans quoi nous avons grandi. Et donc peu de personnes ont dépassé une lecture et on n'a pas eu beaucoup d'échanges après concrets sur le fond du message. Donc là, ce que je propose, c'est vraiment très humblement, avec mes mots à moi, d'essayer de reprendre. Donc oui, c'est un petit peu long et lent éventuellement pour certaines personnes, de reprendre page par page, ligne par ligne, les mots utilisés par Seth, en essayant d'amener des éléments justement pour expliquer le contexte dans lequel ça a été écrit et quels sont les concepts qu'il y a derrière. Voilà. Donc autrement dit, si le texte que je suis en train de, enfin le commentaire que je suis en train de faire ne vous parle pas, que vous le trouvez soit trop évident, soit complexe, soit que les notions ne sont pas claires, c'est uniquement ma faute. Hein. C'est uniquement parce que je n'arrive pas à trouver les mots, parce que je n'ai pas encore tous les concepts très clairs pour moi non plus, parce qu'il me manque voilà, une certaine capacité à transmettre les informations. En tout cas, je poursuis ce travail. Donc quelque part, si vous êtes plutôt à l'aise avec ce que j'ai déjà présenté au niveau de la compréhension, si vous trouvez que ça va un peu trop lentement, n'hésitez pas à lire par vous-même une première fois, en tout cas, le livre. Les guidages de lecture, les séances que je vais proposer, j'essaie de faire ce qu'on appelle des chapitres sur YouTube, c'est-à-dire un découpage par thématique, ce qui vous permet peut-être après de revenir sur tel ou tel thème et peut-être de juste écouter quelques thèmes qui vous intéressent au sein des guidages. Si ça vous convient, eh bien très bien, vous pouvez vous abonner et donc suivre ces interventions. Je vais en faire entre 2 et 4 à peu près par mois. En tout cas, à l'heure actuelle dans ma vie, c'est ce que j'arrive à installer et je le fais bien volontiers. Ça me permet également pour moi de redigérer ce texte et de vérifier en expliquant si je l'ai moi-même compris, ce qui lance des débats par la suite éventuellement. Donc, c'est intéressant, c'est un texte qui a besoin d'être confronté, discuté, remâchouillé plusieurs fois. Et si vous êtes perdu ou sceptique, que j'entends tout à fait, oui, de la même manière, n'hésitez pas à venir peut-être piocher. Donc là, c'est la troisième séance, donc voilà, ça va s'accumuler avec les prochains mois qui arrivent. Peut-être de juste venir piocher uniquement dans certains thèmes qui vous intéressent et peut-être d'aller approfondir, puisque j'essaie à chaque fois de citer l'endroit du livre dont je parle, donc peut-être après d'aller juste de l'autre côté relire pour voir ce qui vous parle pour vous et ce que vous pouvez approfondir. Voilà en tout cas ce que je voulais repréciser en cette fin de séance. Je vous remercie à nouveau beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'aurai le plaisir de vous retrouver.